Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit M. Ndiaga Ndiaye. Il est membre de l'initiative pour la mise en œuvre de environnementale de l'autoroute Dakar, Tivaouane et Saint-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi déjà vous avez mis en place cette initiative? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier les spectateurs qui nous suivent à travers la télé Futur Média. Et remercier également l'ensemble des acteurs avec qui également nous travaillons au sein d'une initiative dénommée initiative d'alerte par rapport au projet d'autoroute Dakar, Tivaouane et Saint-Louis. Et nous avons juste pensé devoir mettre en place cette initiative-là uniquement pour alerter, parce que nous avons pu quand même relever un certain nombre de choses sur lesquelles il faudrait vraiment qu'on avertisse un peu les populations qui seront impactées par ce projet-là, mais également demander à ce que les partenaires de ce projet, notamment l'État et également ses services, puissent également rectifier les tirs avant qu'il ne soit trop tard. Oui, vous dites que quelque part que le projet pose des risques environnementaux. Absolument, absolument. Vous savez, quand vous avez un projet qui a une telle ampleur, une telle envergure, un projet déjà qui impactera 4 régions, notamment la région de Dakar, Saint-Louis, Louga et Saint-Louis, et pas moins de 17 communes également seront impactées par le tracé, mais également quelque chose comme 156 villages. Ça veut dire que c'est une étude également qui a été mise en place et qu'il faudrait également le dire, qui est également très intéressante dans la mesure où elle prend en compte, je parle de l'étude d'impact environnemental et social et environnemental, qui prend en compte un certain nombre de préoccupations, mais nous avons estimé qu'il y a des manquements quand même graves sur lesquels il faudrait quand même revenir très tôt. Ouais. Justement, quelles sont ces initiatives qu'il faut prendre? Vous savez, quand personnellement... Côté environnemental d'abord. Tout à fait. Quand nous avons également pris contact avec les populations qui sont concernées par le tracé, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un gap informationnel quand même très grave et quand même inquiétant. Dans la mesure où la première phase, en amont de ce projet-là, il faudrait faire ce qu'on appelle les consultations citoyennes et publiques. Et nous avons pu remarquer qu'il y a pas mal de personnes qui sont sur le tracé-là qui n'ont pas du tout cette information-là. Qui n'ont pas été consultés de l'état du projet. Absolument. Donc, toujours est-il qu'il faudrait dire qu'il y a un autre aspect qui va revenir certainement, c'est vers la fin du projet, ce qu'on appelle les agences publiques. Mais à ce niveau-là, il sera juste question de présenter le projet et d'attendre également qu'il y ait des retours, notamment en termes de recommandations. Mais nous estimons que c'est en amont qu'il faudrait régler un certain nombre de choses, notamment l'information par rapport au tracé, mais également aux impacts. Justement, ce n'est pas seulement l'impact environnemental, s'il y a des populations aux alentours, certainement qui seront délocalisées. Tout à fait. Et la question de l'indemnisation également va se poser. Et si les populations ne sont pas informées, est-ce qu'elles ne risquent pas d'être mises, encore une fois, sur le fait accompli? Effectivement. Et vous savez, Binta, dans des pays normaux, je ne vais pas dire que le Ségana n'en fait pas partie, mais seulement que ces études sont faites avec une certaine rigueur, avec beaucoup de sérieux, mais également une démarche inclusive et participative qui, en amont, devrait certainement faire passer l'information au niveau du tracé pour que les acteurs qui sont installés dans cet axe-là puissent être édifiés au mieux selon des dégâts, mais également sur les impacts environnementaux et sociaux. Je donne juste quelques exemples. Le tracé va concerner pour la plupart quand même ce qu'on appelle la Grande Côte ou bien la zone de Niayes. Parce que rappelez-vous que la zone de Niayes, c'est de Dakar à Saint-Louis. Et c'est une activité, c'est une zone qui a une vocation strictement maraîchère. Absolument. Et il y a un impact également agricole qu'il faudrait peut-être effectivement mesurer. Et vous savez, à un niveau, il faudrait peser le pour et le contre. Ça veut dire quoi? À l'état projet, quels sont les aspects économiques qu'il faudrait mettre en avant, mais également avec le projet. Est-ce que l'impact avec le projet va être beaucoup plus important que l'impact sans le projet? Moi, je pense qu'il faudrait également réfléchir à ce niveau-là. Ça également, il y a des désagréments socio-économiques. C'est clair, c'est clair, parce qu'on a également parlé du déplacement. Il y a également un parc qui est également prévu pour installer ces populations qui seront impactées. Mais je voudrais également faire un peu attirer l'attention des autorités par rapport au contexte. Vous savez, on est aujourd'hui frappé par ce qu'on appelle le changement climatique qui concerne également notre zone là-bas, mais également avec un impact environnemental assez poussé et qu'un tel projet également ne ferait que l'aggraver. Du coup, il aurait été plus intéressant de savoir est-ce que l'impact du projet est encore beaucoup plus intéressant que l'état actuel de la situation. Vous ne pouvez pas avoir comme ambition, par exemple, d'avoir une autosuffisance alimentaire, voire même une sécurité alimentaire et en même temps
mettre en place un projet qui va certainement rapprocher Dakar de ces autres localités-là, qui va désenclaver. Mais qui va quand même poser des désagréments économiques, sociaux également, absolument, environnementaux. Mais regardez, ça va. Qu'est-ce qu'il y a le lieu de faire? Vous voulez qu'on laisse tomber le projet ou qu'on ouvre les discussions inclusives? Bon, moi je ne pense pas qu'à ce niveau-là, il est possible de rejeter. Ça aussi, il faut le dire. Beaucoup de moyens ont été mis en place pour que l'étude soit également déroulée et qu'elle a au moins pris 1 an, je pense bien, pour que l'étude soit également mise sur la table. Absolument. Mais nous avons également estimé qu'il y a des choses sur lesquelles on a pris faillir et qu'il serait très difficile de le rattraper. C'est la question de l'information qu'on devrait également donner aux populations qui seront impactées, mais également avoir le consentement libre de ces populations-là. Il ne faudrait pas, encore une fois, mettre en place des projets qui vont uniquement raviver la tension sociale, animer des... Mais justement, est-ce que vous avez pris les devants, puisque les autorités ne l'ont pas fait? Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec les autorités pour en discuter? Absolument. Ce que nous sommes en train de vouloir offrir, c'est une médiation-là qui pourrait permettre aux populations qui seront impactées de connaître un peu l'ampleur du projet, mais également quelles sont les retombées à leur niveau, sur le plan économique, sur le plan social. Qu'est-ce qu'on va leur également proposer? On a parlé du montant de l'indemnisation qui se trouverait aux alentours de 55 milliards ou bien voire un peu plus. Mais à mon avis, ce n'est pas la seule chose qu'il faut mettre sur la table. Il n'y a pas que l'aspect économique qui va faire que le projet va forcément avoir... en tout cas, sera accepté par les populations, mais il y a une dimension sociale et anthropologique. Vous avez quand un projet de tel... Parce qu'il y a des terres arables qui seront délocalisées. Absolument. Il y a également plein de choses dont les populations se servaient. Absolument. Je donne juste quelques exemples, si vous me permettez. Il y aura au moins 32 846 arbres et arbustes fruitiers qui seront abattus. Il n'y a pas que ça. Il y a également presque quelque chose comme 700 hectares de terres cultivées, donc qui seront également touchés par ce projet. Même également les terres agricoles sont autour de 2500 hectares. Et il y a une partie qui concerne Dakar et Mékhé, et l'autre partie également concerne Mékhé et... Mais tout ça, il faut en discuter quand même. Tout ça, ça peut constituer une bombe sociale. Absolument. Très, très grave. Et ce qu'il faut également éviter, c'est pourquoi il faut vraiment que les gens comprennent notre démarche, qui n'est pas dans une posture d'amener de la tension dans ce projet-là. On n'a pas vraiment intérêt. De toute façon, ça se passe toujours comme ça. Mais il faudrait que les gens également prennent en compte un peu les préoccupations de ces populations-là. Je donne juste un exemple qui me paraît très intéressant et sur lequel également j'ai discuté avec Nami tout à l'heure. Je lui dis que le projet initial, le tracé initial avait inclus la zone de Moro et d'Arkhodos. Mais on s'est rendu compte que le projet actuel final, effectivement, cette zone-là est un peu contournée. Vous savez pourquoi? Non. L'exploitation des zircons. Si l'État a cette volonté-là de préserver un contrat qu'il a signé avec la société qui exploite là-bas les zircons, il devrait en avoir également autant pour préserver les intérêts de ces populations, notamment les paysans. Alors, je pense qu'il y a eu des études qui ont été faites, parce que je l'ai lu quelque part, que l'ex-Africa avait même alerté à un certain moment, pas seulement sur les effets environnementaux, sociaux, économiques, mais également sur la sécurité, parce que nous sommes également menacés par le terrorisme, notamment les zones établies sur la côte. Tout à fait. Bon, on a l'aspect sécuritaire également. L'aspect sécuritaire, l'aspect sanitaire, tout a été également ausculté par, comme vous l'avez dit, le think tank panafricain, l'ex-Africa, dont je suis également un membre. Et c'est des questions qu'il ne faudrait pas occulter. C'est des questions qu'il faudrait également mettre un peu en avant pour faire ressortir tous les aspects du projet, parce que ce n'est pas un petit projet. Je disais tantôt, un projet qui va impacter au moins sur 4 régions, n'en est pas un petit projet. Donc il faudrait, à la hauteur même de ce projet-là, que l'État prenne en compte, notamment le cabinet qui a pris en charge cette étude-là, je pense que c'est HPR, donc, qui ont également fait un travail qu'il faudrait également saluer. La chose qu'on a quand même déplorée, c'est le fait qu'il n'y a pas eu d'information, il n'y a pas eu cette démarche inclusive pour les populations qui l'ont également regretté. Maintenant, ces autres aspects-là, il faudrait également en parler, l'aspect sécuritaire, parce que c'est un projet qui va effectivement désenclaver, qui va également rapprocher Dakar des autres localités, notamment la zone nord. Mais sauf qu'il y a des préalables, il y a également des populations qui n'ont pas d'infrastructures sociales de base. Tout cela, il faut que les autorités en prennent compte également. Ben oui, mais moi j'ai même plus peur que le projet puisse mettre un peu en danger le cadre de vie de ces populations-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des activités de subsistance qui sont connues dans ces zones-là. C'est pratiquement l'agriculture, l'élevage, peut-être le commerce, le petit commerce.
Et avec le tracé qui va également impacter pas mal de populations, ben, je pense que c'est des habitudes qui vont également changer. Oui. Et ça, cet aspect-là, je ne pense pas que c'est ça, juste l'aspect économique ou bien financier qui puisse quand même régler tout ça. Oui. J'ai parlé tantôt également de ces déplacements ou bien de ces empêchements de cimetières. Pas moins de 4, je pense, cimetières seront empiétés, notamment des murs. Même si c'est des murs, ben, je pense qu'un cimetière, il est plus facile, à mon avis, de déplacer 10 villages, 100 villages que de déplacer un cimetière. Oui. En tout cas, les autorités sont beaucoup plus préoccupées par l'aspect politique, terminer les infrastructures, les inaugurer, sans pour autant penser au préalable. Oui. Ben, il faut le dire parce que le projet certainement sera lancé en début d'année prochaine. Oui. Mais sauf que les préalables ne sont pas pris en compte. Ben, en tout cas, nous serons encore là pour effectivement faire respecter ce préalable-là. Oui, sauf que jusqu'à présent, vous n'êtes pas entré en contact avec les autorités. Ben, mais ça ne va pas tarder. De toute façon, on s'est fait entendre, effectivement, à travers la presse. On a fait relever un certain nombre de préoccupations sur lesquelles il faudrait... Mais jusqu'à présent, on ne vous a pas contacté. Ben, pas encore, mais ça ne va pas tarder. Ce qui veut dire qu'on ne va pas vous contacter. Ah ben, on l'espère. En tout cas, on sera encore là, en tout cas, à accompagner les populations qui seront certainement consultées prochainement parce qu'il faudrait, comme je l'ai dit tantôt, faire des audiences publiques. Et ça également, il faudrait également relever un autre aspect. Vous savez, j'ai plusieurs fois assisté ou bien discuter avec les gens qui ont pris part à ces rencontres-là, mais seulement la démarche n'est pas encore très transparente parce que c'est en catimini que les gens sont consultés, en catimini les gens sont convoqués pour des réunions qui sont censées être populaires. Quels sont ces gens qui sont convoqués en catimini? Notamment les autorités locales, notamment le maire, il est forcément... Ce sont les démembrements de l'État, ce ne sont pas les populations qui sont convoquées. C'est ça que je voulais dire. Donc cette démarche-là, il faudrait quand même l'intégrer dans ce projet-là parce qu'il ne faudrait pas, à mon avis, il ne faudrait pas que la consultation se fasse uniquement avec les autorités étatiques, notamment les démembrements de l'État, le maire, l'autorité administrative. Nous estimons qu'il faudrait donner la voix quand même à ces populations, notamment à ces paysans-là, qui seront les premiers impactés déjà. Il faut quand même étouffer quand même les tensions qui risquent de se produire. Mais on va jouer notre rôle à ce niveau-là parce qu'on n'a pas intérêt à ce que la tension puisse quand même prendre le dessus sur l'importance peut-être de ce projet-là ou bien les aspects positifs de ce projet-là, et parce que quand même il y en a. Mais quand même vous avez également, est-ce que vous avez quand même, je ne sais pas, fait des études également sur ce que le projet pourrait rapporter quand même aux populations? Ben si, je pense que l'étude d'impact environnemental et social du projet l'a carrément démontré. Au-delà des désagréments, je veux dire. C'est absolument. Oui. Je pense que c'est une étude qui est quand même très intéressante à plusieurs niveaux, notamment sur les retombées, sur beaucoup de choses quand même que l'étude quand même a promises, mais il faudrait également voir parce qu'il y a un aspect... Quelles sont ces retombées que l'étude... Sur le plan économique quand même, ils ont fait pas mal de propositions, mais ils ont également sur le plan environnemental, ils ont également envisagé de reboiser sur 4 linéaires de 200 km, je pense. Tous ces axes-là, ce n'est pas une mauvaise chose parce que quand vous déboisez autant d'arbres, quand vous coupez autant d'arbres, je pense que normalement il faudrait également en reboiser et ce qui est également proposé dans l'étude. Maintenant, il y a un aspect qui me paraît très important et qu'il ne faudrait pas, en tout cas, négliger. La plupart du temps, quand vous faites une étude, la dernière chose qu'il faudrait quand même respecter, c'est le suivi. Il y a un plan de suivi et tout, mais il faudrait également que nous soyons très alertes à ce niveau-là pour que tout ce qui a été également validé par les parties prenantes du projet puisse quand même être respecté au bénéfice de ces populations. Parce que souvent les recommandations sont rangées dans les tiroirs. Absolument, c'est ça que je voulais remarquer. Donc il faudrait à ce niveau-là, cette fois-ci quand même, que le projet puisse quand même comprendre qu'il y a tellement d'impactés de ce projet-là que si même nous ne le fassions pas, d'autres également vont le faire. D'autres vont se lever pour effectivement que ces tellement d'impactés en termes de chiffres, combien seront-ils impactés par le projet? Bon, en termes de chiffres... Oui, les populations, est-ce que vous avez estimé le nombre d'impactés? Bon, en termes de villages, je pense que c'est autour de 156 villages. En termes de communes, c'est 17 communes. C'est 4 régions. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Ça veut dire que ça va impacter beaucoup de personnes quand même. Absolument. Mais en particulier, c'est des paysans pour la plupart. En tout cas, des gens qui travaillent sur la terre, donc qui seront fortement impactés. Et qu'il faudrait également voir comment également ne pas changer leur habitude ou bien leur activité de subsistance. Et ce qui est intéressant, c'est ça aussi. Il ne faudrait pas que le paysan qui sera impacté par ce projet se retrouve un autre jour à être peut-être un commerçant, une activité qu'il n'a jamais pratiquée, qu'il ne maîtrise pas. Donc, il ne faut pas l'occulter, ça peut être le cas. Si rien n'est fait, si on ne discute pas au préalable avec les populations. Et si vous me permettez même de donner l'exemple des populations de Mbar Diop et de Mbar Ndiaye qui ont été délocalisées par les ICS à hauteur de milliards.
je pense que c'était quelque chose comme 9 milliards. Ouais. Mais au bout du compte, des paysans qui se sont retrouvés avec plus de 10 millions, 50 millions, 60 millions pour certains. Mais au bout de quelques temps, je pense qu'ils se sont retrouvés dans la dèche. En tout cas, parce qu'ils n'ont pas pu continuer leur activité agricole. Oui. Ils se sont retrouvés dans un autre domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Absolument. Et il faudrait peut-être pas. Il faut des encadrements également, des formations et tout ça. Oui. C'est ça le plus important. Peut-être vous impliquer dans tout cela, pourquoi pas? Ah oui. Vous aider, pour que vous puissiez aider les populations à s'intégrer. Absolument. Oui. Il faudrait que ces exemples-là quand même puissent servir de leçon. Oui. On ne peut pas sortir de cette situation tant qu'on est en train de faire les mêmes erreurs. Ouais. Les mêmes erreurs, il faudrait certainement les éviter. Et pour ce cas-ci, je pense bien que ça ne va pas se faire parce que l'étude quand même me paraît être beaucoup plus sérieuse que beaucoup d'autres choses. Mais au moins, il faudrait également remarquer qu'il y a un gap au niveau de l'information qui n'a pas plu à ces gens-là qui se sont également fait entendre. Ouais. Ne soyez pas trop optimiste quand même, parce qu'on connaît toujours comment ça se passe avec ces projets. C'est toujours des tensions, c'est toujours des problèmes. Mais c'est à prévoir des solutions de dernière minute. Déjà, quand j'ai discuté tout à l'heure avec un certain Babacar qui habite la commune de Pirgourey, qui sera également impactée par ce tracé-là, ben, eux, ce qu'ils ont le plus déploré, c'est pas peut-être l'utilité du projet. C'est pas la commune de ce niveau-là. Tout à fait. Je pense que c'est la commune où habite votre... oui, c'est le maire de Pire. Tout à fait. Donc, c'est des populations qui sont quand même impactées. Et je pense que lui-même pourra peut-être vous le faire remarquer qu'effectivement, il y a eu un problème d'information à ce niveau-là. Et c'était la chose sur laquelle il ne faudrait peut-être... C'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas la bonne information, ben, ça laisse passer à pas mal de bruit de couloir et puis à pas mal de rumeurs, mais très fondé quand même. Un projet de telle envergure qui a pris au moins 1 an pour faire l'étude. Ben, moi, je ne peux pas comprendre pourquoi les gens se sont mis, on les a mis devant le fait accompli. Votre dernier mot, le dernier mot, je voudrais peut-être dire que c'est la deuxième fois que je viens ici à ce soir d'info, qui est un très bon magazine, mais je voudrais également que la prochaine fois également, la première c'était effectivement pour parler des populations de Tobène qui ont eu ces litiges avec les ICS qui n'est pas encore vidé. Cette fois-ci c'est avec le tracé là de cette route, ce grand projet là. Ben, la prochaine fois je voudrais que ce soit pour Mboro. Parce que là-bas également, nous avons pas mal de défis, pas mal de doléances. Qu'est-ce qu'il y a à Mboro? Ben, un gap infrastructurel. L'occasion faisant le Effectivement, merci beaucoup, Binta. Donc, il y a également un problème que nous avons toujours dénoncé sur le plan environnemental avec notre cohabitation avec les CES. Et nous avons également, les industries chimiques du Sénégal. Tout à fait. Mais là, nous sommes en train de discuter avec l'entreprise pour voir les voies et moyens de décongestionner un peu le trafic routier au niveau de Mboro parce que nous avons une seule route qui est utilisée par plusieurs centaines de camions des ICS et des autres carrières. Et là, le plan, le comité de suivi qu'on a mis en place quand même pour faire réagir les ICS, mais également l'État a trouvé à la population au moins une voie de contournement. Je pense que c'est un projet qui est très sérieux sur lequel également on doit également féliciter les ICS qui ont accepté d'intégrer le comité de pilotage, mais également la mairie de Mboro. Nous avons également d'autres défis sur lesquels nous travaillons comme plateforme SOS Mboro aussi. Il y a également d'autres initiatives que nous avons engagées, notamment la question de l'eau, sur laquelle également le président de la République s'est prononcé une fois au moins en conseil des ministres, mais le problème également est resté entier. Donc c'est des choses sur lesquelles nous serions vraiment très heureux de pouvoir en débattre avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Encore une fois, nos antennes vous seront toujours ouvertes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ndiaga Ndiaye, membre de l'initiative pour une mise en œuvre environnementale de l'autoroute Dakar, Tivaouane et Saint-Louis. Alors, merci d'avoir suivi. Très bon week-end à tous.